Bonjour à tous. C'est c'est un plaisir de faire suite à mon collègue et ami Philippe Martin, d'autant qu'il couvrait un thème qui est très cher à mon cœur, puisque j'ai été banquière centrale pendant à peu près 20 ans, n'est-ce pas, cher Philippe? Et que donc le thème de l'inflation a beaucoup occupé mes jours et mes nuits, et m'occupe encore beaucoup aujourd'hui, puisque c'est un thème qui est revenu sur le devant de la scène, et que j'évoquerai sans doute aussi dans le propos que je vais avoir sur les 20-25 prochaines minutes. Donc, je suis Natacha Valla, ravie de m'adresser à vous aujourd'hui. Comme je l'annonçais, j'ai été banquière centrale pendant très longtemps et je suis aujourd'hui doyenne d'une école qui est une école un peu particulière à Sciences Po, puisque c'est une école qui est parmi les plus jeunes, l'école du management et, alors, j'allais vous dire du management et de l'innovation, mais on va annoncer dans quelques jours, et c'est aussi lié au thème que je vais couvrir aujourd'hui, que l'école du management et de l'innovation à Sciences Po devient l'école du management et de l'impact. Inutile de vous dire que les étudiants étaient ravis de percevoir ce changement sémantique qui n'est pas seulement un changement sémantique, mais en fait le reflet des cursus qu'on offre à nos étudiants ici à Sciences Po, dans un cadre qui s'apparente quand même beaucoup à une business school. Alors pendant longtemps, on n'a pas voulu appeler ça une business school parce qu'à Sciences Po, ça faisait bizarre. On considérait que finalement, Sciences Po, c'était un lieu où on faisait beaucoup d'humanité, de sciences sociales, et que le terme de business n'était pas tellement approprié. Et puis en fait, cet a priori-là, il est vite devenu quelque chose un peu vieillot et obsolète. Alors ce sont ces dimensions-là, ces dimensions de management, d'entreprise, de façon dont on génère et on compte la valeur ajoutée, qui sont les choses qu'on enseigne à nos étudiants. Alors c'est une école un petit peu multidimensionnelle, multidisciplinaire, puisqu'on y fait des masters en finance, en stratégie d'entreprise, mais aussi des masters en industrie culturelle et créative, en innovation, en ressources humaines, en soutenabilité et management international. On a vraiment des cursus qui sont divers et qui s'adressent au monde de l'entreprise. Alors il fallait un thème qui soit capable de réconcilier. Je pense que dans la tête des étudiants, la réconciliation est plus que digérée, elle est portée. Et aujourd'hui, c'est un thème qui est très ancré dans les enseignements professionnalisants qu'on propose à l'école, mais aussi dans les enseignements conceptuels qui sont apportés par la faculté permanente de Sciences Po et par des disciplines, pas seulement de l'économie et de la finance, mais aussi de la sociologie, de l'histoire et de la science politique. Donc, pour rester dans le cadre des perspectives économiques et financières pour l'Europe, Philippe a fait une très très belle analyse des grands enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui et qui sont finalement assez neufs dans une séquence de crise qui s'est amorcée à la fin des années 2000, dans les années 2008 et ensuite 2010 et ensuite 2013 et 2015. Et enfin, je pense que vous avez une idée de l'environnement dans lequel nos étudiants sont nés et ont grandi. Donc, aujourd'hui, dans ce cadre-là, qui est un cadre quand même de grande incertitude, où on redécouvre des grandes masses, des grandes problématiques qui semblaient avoir disparu, l'inflation en est une, où on redécouvre que finalement, dans l'environnement financier de l'entreprise, les conditions de financement ne sont pas un petit appendice dans un formulaire de demande de financement, mais redeviennent un sujet parce que les taux d'intérêt remontent, les taux d'intérêt à long terme remontent, les courbes de taux se pontifient, certaines entreprises qui avaient accès très facilement à du financement n'ont plus accès à ce financement-là. C'est le premier grand sujet de nature conjoncturelle auquel fait face le monde de l'entreprise. Et le deuxième sujet, c'est bien sûr, en toile de fond, cette transition massive qui est une transition climatique, énergétique, mais aussi avec une dimension sociale, sociétale et de gouvernance. Donc c'est de ça dont je veux parler aujourd'hui. Et mon titre est un petit peu ennuyeux finalement, parce que les normes extra-financières, il y a le mot norme, il y a le mot financière, extra-financière, c'est pas très affriolant. Vous venez ici, vous dites finalement je vais avoir un discours assez technique, on va peut-être apprendre ce qui se discute à Bruxelles aujourd'hui dans certaines initiatives juridiques. Mais je voulais vous montrer que c'était bien au-delà de ces exercices formels, techniques, auxquels l'ensemble des entreprises et en fait l'ensemble des citoyens
est aujourd'hui confronté et qui va être un cadre très, très structurant pour l'existence quotidienne des entreprises et des ménages demain. Donc, la racine que je voudrais donner à cette question de normes extra-financières, elle se situe au niveau de la conception du capitalisme et des réactions un peu séquentielles qu'on a eues par rapport à une conception initiale qui était le capitalisme de shareholder, le capitalisme lié à l'intérêt des actionnaires dans une entreprise, et qui a porté très largement une doctrine qui nous a tous donné beaucoup de croissance, qui a généré pas mal d'inégalités aussi, et qui a été mise en question. Et ce capitalisme de shareholder, il a été associé à des éléments assez fondateurs en économie, qui est l'hypothèse de perfection des marchés financiers et de signal efficace des prix, de formation des prix sur les marchés, en particulier les marchés financiers. Philippe vous en a un petit peu parlé. C'était porté aussi par une hypothèse qui est celle de la neutralité de la monnaie. Et là, je prononce le nom de Milton Friedman, qui était quand même le père de cette axiomatique-là et qui considérait que l'objectif, finalement, le seul objectif valable qui était capable de maximiser la croissance, c'était de maximiser les profits de l'entreprise. Donc ça a fonctionné, ça a généré ce que j'ai évoqué. Et puis on a vu au fil du temps qu'il y a un certain nombre de problèmes qui émergeaient. Bien avant les circonstances qui sont les nôtres aujourd'hui et qui sont celles qui occupent nos étudiants de façon tangible et quotidienne, on s'est rendu compte qu'il y avait un petit peu des limites dans ce cadre axiomatique-là. Et alors, on a su collectivement, ce qui est de mon point de vue un petit peu problématique, c'est que le mouvement s'est emballé, on a jeté un peu le bébé avec l'eau du bain. On a commencé à parler d'intérêt de la décroissance. Je parle au passé, mais en réalité, ce sont des thèmes qui sont aujourd'hui des thèmes sur la table et des thèmes dont on doit être capable de discuter, de mon point de vue, sans passion et avec des cadres de raisonnement qui sont des cadres analytiques de nature économique, mais aussi avec l'aide des autres sciences sociales, que sont la sociologie, que sont les apports de l'appareil juridique. J'y viendrai quand je commenterai la situation actuelle sur les normes extra-financières et pourquoi les normes extra-financières aujourd'hui sont un élément essentiel de la vie de demain. Donc on a finalement eu une réaction assez épidermique, saine, mais on a eu du mal à restructurer les choses autour d'une problématisation qui soit opérationnelle. Je m'explique. L'avancée qui a été effectuée, je ne vous ai pas retracé une historique avec des dates, mais on a commencé à conceptualiser avec des travaux sur des travaux microéconomiques sur l'entreprise. Je pense à Colin Mayer en Angleterre, mais il y en a aussi d'autres. On a fait travailler les écoles de commerce, notamment les facultés en management, en gestion, sur les implications. On a réfléchi sur les formes institutionnelles, non seulement des faiseurs de politique économique, mais la forme institutionnelle de l'institution qui est l'entreprise, comme générateur de valeur ajoutée en fonction de mandats et de moteurs qui, a priori, n'étaient finalement pas les bons. Et on a abouti à une liste assez pratique mentalement à manipuler, qui est la liste des stakeholders, donc de toutes les parties prenantes. Et c'est là que la notion de partie prenante dans l'entreprise a pris vraiment une épaisseur dans les travaux scientifiques et ensuite les travaux de construction des appareils institutionnels qui règlent la vie des entreprises aujourd'hui. Et on s'est dit finalement, ça ne suffit pas de penser à l'actionnaire, il faut aussi penser aux employés, il faut aussi penser aux consommateurs, il faut aussi penser finalement à l'ensemble, à l'environnement, à l'ensemble de tout ce qui constitue l'écosystème de l'entreprise, qui constitue des intrants dans la valeur ajoutée, mais qui constitue des cibles potentielles de bénéfices de cette valeur ajoutée, mais aussi de coûts, entre guillemets, cachés. Donc à partir de là, je trouve qu'on peut considérer que le débat s'est assagi, c'est-à-dire qu'il s'est dépassionné, on n'était plus dans le militantisme. Je parle encore au passé, c'est volontaire. On était dans une phase... Et je pense que les générations actuelles sont dans cet état d'esprit-là aujourd'hui, qui est finalement constructive par rapport à la reconnaissance des apports de ce qui a été construit jusqu'ici et à la reconnaissance de la nécessité de développer des nouveaux outils. Donc, finalement, dans cette réflexion du moteur fondamental, du degré zéro de la création de la valeur ajoutée qui part de l'entreprise ou de l'individu,
dans la société et qui se cristallise finalement in fine dans des comptes, dans une comptabilité nationale dont on a hérité après la Deuxième Guerre mondiale et qui est tellement solide que je pense qu'on va encore vivre avec cette comptanate pendant très très longtemps. Mais on se rend compte que finalement, il y a des trous dans la raquette et on a essayé de les combler. Alors, dans une vie précédente, j'ai travaillé donc, dans la Banque centrale très longtemps, mais aussi quelques années dans une banque de public qui s'appelle la Banque européenne d'investissement et dont le mandat, alors c'est une très belle institution parce que c'est une banque, mais c'est une banque dont le mandat est de maximiser la croissance et l'emploi, avec une dimension d'intégration du continent européen au-delà de la zone euro, donc avec une sorte de, finalement, d'expression dans les statuts de ce que je vous décrivais tout à l'heure, en passant finalement du shareholder capitalism au stakeholder capitalism. Donc, dans cette institution-là, pendant plus de 2 ans, mon travail, ça a été de développer ce qu'on appelait à l'époque, et ce qui est devenu assez développé par les des modèles à impact, et non seulement des modèles à impact microéconomique, mais des modèles à impact macroéconomique. On voulait comprendre comment le financement, un financement bancaire, un financement qui devait générer des profits, et pas seulement, mais quand même générer des profits, parce que parmi les actionnaires de la Banque européenne d'investissement, vous avez tous les États membres de l'Union européenne, dont certains États membres que Philippe a évoqué subliminalement, très rigoristes dans la gestion de leurs finances publiques et très jaloux en tant qu'émetteurs de titres de dette obligataires sur les marchés de la qualité de crédit de leur signature. C'est-à-dire qu'en gros, on souhaitait quand même dans les investissements de cette banque-là qui devait servir la population européenne, et même au-delà, on considérait qu'il fallait quand même rester AAA, et pour rester AAA, il ne fallait pas faire de pertes. Donc la question s'est posée de façon très très pratique, et ça c'était à une époque qui est sans doute trop lointaine pour beaucoup d'entre vous, mais une époque où on était dans la crise, juste après la crise de 2008, il y a un plan en Europe qui avait été développé qui s'appelait le plan Juncker pour aider à faire face justement à la crise des subprimes et ses contre-coups en Europe. Et à cette époque-là, on travaillait aussi beaucoup, les statisticiens, les instituts de statistiques commençaient à travailler avec les objectifs de développement durable, les fameux ODD qui avaient été développés par Stiglitz et consorts. Un magnifique travail par les Nations Unies qui recensait vraiment sur la base d'une compréhension en termes de valeur, en termes d'ouverture par rapport à l'environnement, tout ce qui avait pu nous échapper dans justement la façon dont on comptabilisait la valeur ajoutée. Alors, c'était un travail abominable parce que ces objectifs-là, ils étaient très bien conçus, mais ils étaient très peu opérationnalisables. C'est-à-dire que quand on voulait compter les choses de façon rigoureuse, on les comptait 2 fois, ou alors on ne les comptait pas du tout, puis après ça ressortait. Donc, on n'y arrivait pas. C'était impossible. Et ça, c'était il y a plus de 10 ans. On a fait beaucoup de chemin pour rendre opérationnelle la mesure de tout ce qui n'est pas strictement de l'ordre du rendement financier et du rendement économique de l'entreprise, et donc de la mesure de la croissance économique. On a fait beaucoup de chemin depuis les ODD, et pourtant les ODD, ils sont encore avec nous très largement, et ils sont encore très utiles. Mais dans la mesure où on a du mal à les rendre opérationnels, on s'est dit qu'il fallait trouver autre chose. Et c'est le sens de tout le travail qui a été fait, d'une part de nature économique, financière, mais aussi de nature juridique. Je regarde mon collègue doyen de la faculté de l'école de droit dans la salle, sur la construction, comment on pouvait construire un cadre juridique qui soit, in fine, pour que ça marche, il faut que ce soit contraignant pour l'entreprise, qui soit capable, et là c'est vraiment le point essentiel, et c'est un point essentiel qui est essentiel aujourd'hui, on se trouve aujourd'hui à un point crucial pour la définition de ce qui normera notre environnement demain, qui soit capable à la fois d'être contraignant mais vivable, mais aussi d'exprimer de façon finalement fidèle des valeurs et une vision de la société. Ce qui se passe aujourd'hui, je fais un raccourci parce qu'on passe des ODD, ensuite à l'ESG, ensuite à d'autres façons de décliner la mesure finalement de l'impact au-delà du financier.
Et aujourd'hui, on se trouve avec un objet qui s'appelle les normes le reporting extra-financier plus particulièrement. C'est-à-dire que concrètement, les entreprises aujourd'hui, qu'elles soient financières ou non financières, selon des modalités très particulières et différentes, mais sont en devoir de rendre des comptes pour les entreprises cotées à leurs actionnaires, de rendre des comptes aux régulateurs et de rendre des comptes finalement à la société entière sur leur impact au-delà de leur performance financière sur l'environnement, la société et leur performance en termes de gouvernance. Ça résume trop, mais en gros, c'est quand même ça. Alors, c'est une question qui est bien intentionnée. C'est une question qui a été vendue de façon très, très technique. On a laissé ça entre les mains des comptables. Alors, je dis ça sans condescendance. Je ne suis pas comptable moi-même, mais on a considéré finalement, il y a beaucoup de travail qui a été fait, notamment par des organismes comme les IFRS, mais aussi par d'autres, sur la conception de comment on fait concrètement pour demander à l'entreprise d'aller envoyer son rapport tous les mois ou tous les trimestres et dire voilà, j'ai tant de chiffre d'affaires, j'ai tant de revenus après ou avant taxe, et puis j'ai tel ensemble d'indicateurs, je suis performant avec telle valeur sur un ensemble d'indicateurs qui va au-delà de ça. Il y a des enjeux géopolitiques massifs derrière ça, parce qu'il faut avoir finalement conscience qu'on a aujourd'hui en Europe une mobilisation assez tiède par rapport à ça, au-delà du microcosme des comptables, des économistes, certains juristes un peu nerdy dans l'écriture des directives européennes. Mais on a du mal à relier ça, finalement, à qu'est-ce que ça veut dire par rapport aux normes comptables IFRS et la proposition alternative qui est déjà sur pied et qui a été mise en place aux États-Unis en fonction de la vision de la société telle qu'on la voit et qu'on la conçoit aux États-Unis. Que se passe-t-il en Chine ? Comment décline-t-on le bien commun dans un cadre, et ces réflexions-là ne sont pas du tout des pistes hypothétiques. On a des groupes de travail, il y a des initiatives politiques qui sont formées pour arriver avec des propositions concrètes. Alors, en Europe, on ne fait pas rien, on n'est pas complètement inactif, mais on a quand même un travail qui reste malheureusement, de mon point de vue, assez confidentiel, dont les citoyens ne se sont pas emparés, mais qui sera demain un cadre extrêmement, c'est tautologique, mais normatif et donc contraignant. Et ce cadre-là, CF, la Contanat, qui a été magnifiquement mise en place après la guerre et qui restera avec nous pendant longtemps, une fois que ce sera en place, on ne fera pas une réforme de la comptabilité extra-financière 10 ans plus tard. On va vivre avec. Et qui dit cadre d'évaluation, cadre normatif, dit bien évidemment ensemble d'incitations pour les acteurs de l'entreprise et pour les acteurs qui accompagnent l'entreprise, donc aussi le faiseur de politique publique, aussi les autres parties prenantes de la société civile. Donc on sera formaté, on a aujourd'hui les moyens de définir les paramètres de ce formatage. Donc je pense qu'il est absolument essentiel, et c'est un peu le sens qu'on donne à nous dans l'école quand on dit à la fois, moi je souhaite que les étudiants soient opérationnels dans leur travail, que s'ils veulent aller faire du M&A dans une banque, qu'ils puissent le faire, que s'ils veulent aller faire de la stratégie d'entreprise dans un grand groupe, fût-il Apple ou Google, qu'ils puissent le faire et qu'on le paye bien et qu'ils soient reconnus comme un étudiant de qualité, mais qu'ils le fassent en connaissance de cause de ces grands enjeux dont il sera acteur et dont il est déjà acteur aujourd'hui. Alors, j'aimerais revenir à quelque chose d'un petit peu moins rébarbatif que le terme norme extra-financière. Et je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à un moment que j'appellerais le moment Luca Pacioli. Alors, Luca Pacioli, c'est un personnage historique qui n'est pas très, très connu, mais c'est un moine vénitien qui a été à l'origine de la comptabilité à double entrée. Donc c'est le père de la comptabilité, grosso modo, mais c'est aussi quelqu'un qui était extrêmement éclairé et qui avait cette capacité double à la fois
à avoir cette conscience qu'il fallait générer des systèmes qui puissent nous permettre de compter, de valoriser et de représenter les choses, mais aussi rester en cohérence avec ce qu'on est, ce qu'on souhaite être pour le futur et le monde qu'on souhaite porter pour les générations de demain quand on ne sera plus là tout simplement. Donc je mentionne le nom de Luca Pacioli parce qu'il est très cher à mon cœur. On travaille avec des collègues et sur la mise en place d'un groupe de discussion qui puisse nourrir cette thématique que j'ai évoquée aujourd'hui, puisse nourrir le débat, puisse influencer les résultats qu'on va obtenir à Bruxelles dans les initiatives qui sont aujourd'hui sur la table des entités communautaires. Et j'espère aussi que collectivement, on arrivera finalement à se réconcilier avec la finance, à se réconcilier avec l'entreprise, avec l'économie, mais est-on fâché avec l'économie? Pas vraiment, c'est un petit peu économie politique, c'est plus sympathique, mais réconcilier avec ces entités-là qui ont été capables de produire de la croissance pendant des décennies, qui ont eu des défauts. Ces défauts-là, on a su les identifier, on a su développer des cadres axiomatiques très solides pour en définir les limites. Et aujourd'hui, on est un peu dans la phase de mise en œuvre qui est presque une phase finalement de prise en main citoyenne et politique pour savoir ce que seront les cadres normatifs de demain. Je pense que j'ai utilisé mon temps disponible.